La situation en Ukraine, comment est-elle vécue depuis l'Ukraine par les Ukrainiens? Invité de À la Une ce matin, en direct de Kiev, Bogdana Fedoun, consultante en affaires publiques chez Rasmussen Global. Comment est-ce que on perçoit cette mobilisation européenne aujourd'hui, Bogdana Fedoun? Est-ce que c'est positif, selon vous, pour le pays? Enfin, c'est très positif parce que je dois dire que jusqu'à 2 mars, donc dimanche dernier, c'était très difficile d'envisager une telle unité dans la position européenne. Il manquait un réel leadership. Depuis l'allocution du président de la République hier, on voit un changement dans sa rhétorique, notamment vis-à-vis la Russie, qui est considérée maintenant une menace non seulement au moment où il parlait, mais pour les années à venir. Ce qui est très un ton qui a changé dans sa parole et dans son estimation de la Russie. Et je pense que bon, ces mots, ils donnaient un espoir, mais on va voir quelles seront, disons, les actions qui vont être prises derrière. Parce que juste depuis en fait la conférence de Munich qui a eu lieu il y a 3 semaines, il manquait dans ce laps de temps un véritable leadership européen considérable. Alors, le leadership, il a été pris apparemment par la France, mais aussi par Londres. Vous avez l'impression que ces deux pays ont le poids nécessaire pour venir en aide à l'Ukraine? Ces pays sont nécessaires et ont le poids nécessaire si on rajoute également l'Allemagne et le fameux couple, l'amitié franco-allemande. Ces 3 pays vont pouvoir constituer un leadership. Si on rajoute aussi les pays baltes qui savent comment percevoir la menace, comment être les voisins de la Russie, et si on rajoute les pays nordiques qui ont également les bases industrielles très importantes nécessaires pour le réarmement de l'Europe, oui, on peut réunir enfin l'Europe autour de cette table. Et on va voir ce qui va se passer aujourd'hui pendant le sommet extraordinaire, mais on a eu des bons échos et bons signaux en fait après les positions la déclaration, excusez-moi, de Ursula von der Leyen et avec la déclaration du président Emmanuel Macron hier. Alors, on va revenir sur les déclarations d'Ursula von der Leyen. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce leadership dont vous parlez. Il y a parmi les 27 des pro-russes, des pro-Poutine. Je pense au Hongrois Orban. Est-ce que ça vous fait pas peur? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait malgré tout des blocages? Vous savez, depuis 3 ans, il y a le blocage, mais je pense qu'à un moment, il s'agit non seulement de la sécurité de l'Ukraine, mais de la sécurité stratégique de pays membres de l'Union européenne. Et un pays, il ne doit pas faire blocage à la sécurité, enfin, à la sécurité de continent européen. Donc, je pense que à un moment, il faudra prendre les actions qui ne vont pas peut-être plaire à la Hongrie ou à la Slovaquie, mais il ne s'agit pas seulement, en fait, encore une fois, de la sécurité de l'Ukraine. C'est vraiment, en fait, on voit les cas avec les câbles sous-marins, on voit les cas avec la désinformation, avec les attaques cyber permanentes. Il s'agirait d'agir. Alors, on va revenir sur les déclarations d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui voudrait débloquer 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Mais là, on parle de la défense européenne. Vous n'avez pas peur que, du coup, l'Ukraine soit mise un petit peu de côté, justement? Elle est déjà mise de côté, sincèrement. Depuis 3 ans, je vois énormément d'entreprises de la défense qui testent leurs produits, d'ailleurs, qui ont dû être renouvelés, on va dire, pour fonctionner sur le terrain. Donc, si vous voulez, c'est un véritable terrain de test pour l'Ukraine. Donc, j'espère que... Mais malgré cela, on a quand même le manque d'accessibilité des entreprises de la défense ukrainienne qui sont sur le fort-poste au financement européen et même en fait accès pour permettre l'expertise ukrainienne être prise en compte. Et j'espère que ça va changer parce que c'est là où on a le nouveau warfare qui est en train de se constituer.
Et donc, ce sera important d'inclure l'Ukraine comme un rival et non seulement en fait comme celui qui donne les services. Euh, les États-Unis ont gelé leur aide militaire à l'Ukraine. Est-ce que vous comptez sur l'Union européenne pour compenser ce manque à gagner, entre guillemets, qui venait des États-Unis? On compte beaucoup parce que nous seuls, ça va pas être possible. Et sincèrement, c'était un véritable couteau dans le dos. Parce que non seulement la première fois, quand on a eu cette déclaration à quelques jours de la commémoration de 3 ans de guerre en Ukraine, la déclaration par les États-Unis où on a voulu faire la victime, donc, qui est l'Ukraine, la cause de cette guerre. Le deuxième couteau dans le dos, c'était l'arrêt de l'aide militaire, y compris celle qui était déjà était en train d'être acheminée pour l'Ukraine. Et peut-être je vais employer les mots qui vont être durs, mais pourquoi on demandait tous ces systèmes? Je parle pas seulement en fait d'aide militaire, opérationnelle et tactique, mais c'est surtout patriote. On a appris qu'il y aura plus de missiles en fait et plus de maintenance qui va être faite aussi par les patriotes, qui servaient en premier lieu à protéger les villes et les infrastructures critiques. Donc, si on épuisera, et on ne sait pas en fait les plans de la Russie, comment est-ce qu'ils vont déployer les missiles. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y avait une attaque avec plus de 50 missiles de différents calibres, non seulement le Shahed, mais aussi les missiles sur les villes ukrainiennes. Comment les Russes ils vont déployer les nouvelles attaques sur les villes? Est-ce qu'on aura la défense aérienne à pouvoir défendre nos villes et les infrastructures critiques? Je m'en souviens parfaitement comment en 2022 et 2023, il y avait les blackouts. Les villes ont été plongées dans le noir et il n'y avait pas de chauffage à cause de ça. Donc, c'est un véritable, comme je disais, couteau dans le dos fait par les États-Unis, non seulement par la coupure de données d'intelligence qui nous aidait au niveau tactique et stratégique, mais également la crise humanitaire si on n'aura pas les systèmes patriotes déployés. Alors, Parce qu'en Europe, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de systèmes de ce type pour protéger les calibres déployés par la Russie. alors, vous l'avez évoqué, hein, le patron de la CIA a annoncé mettre sur pause le partage de renseignements avec l'Ukraine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne qui est sur le front, elle est aveugle, elle est sourde, elle ne sait pas comment attaquer? Elle n'est pas aveugle parce qu'il y a quand même des Starlink qui continuent à être déployés. Donc, c'est Internet qui continue à fonctionner. Cependant, il y a les systèmes de command and control intérieurs en Ukraine qui continuent à fonctionner, mais on ne voit pas à l'intérieur de la Russie, si vous voulez. Donc, ça reste un problème. Et puis, bon, je ne veux pas dévoiler d'autres informations, mais ça poserait un problème stratégique à long terme si les données ne vont pas être de nouveau accessibles. Alors, Volodymyr Zelensky est attendu à Bruxelles pour participer à ce sommet extraordinaire des 27. Moscou affirme que le président ukrainien est de moins en moins populaire dans son pays. Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans cette affirmation? Pendant le temps de guerre, je n'oserais pas déployer le mot popularité, parce que c'est le mot qu'on emploie lorsque la démocratie fonctionne d'une manière normale, on va dire. Ici, j'emploierais le mot confiance. Est-ce que la population ukrainienne fait confiance à président Zelensky? Oui. Est-ce qu'il a su euh, souder la population de l'intérieur du pays? Oui. Est-ce qu'il a su convaincre les leaders européens dès le début? Oui. Est-ce qu'il a travaillé ensemble avec ses équipes pour montrer la réalité du terrain à d'autres pays qui n'ont pas forcément soutenu l'Ukraine dès les premiers jours? Oui. Donc, si on parle de la confiance en matière de la façon dont il mène la politique extérieure, oui.
La popularité, on va parler quand la loi martiale va être levée. Et la constitution ukrainienne, elle fait qu'on va pouvoir faire les élections 6 mois après. Merci beaucoup Bogdana Fedoun. Je rappelle que vous êtes consultante en affaires publiques chez Rasmussen Global et vous étiez en direct avec nous depuis Kiev en Ukraine.